Et bonjour, bienvenue pour la deuxième partie de ce cours d'atomistique. Aujourd'hui, je vais te parler brièvement, juste en introduction, de l'équation de Schrödinger, des enjeux de cette équation, pour t'amener vers ce qui te concerne peut-être un petit peu plus au programme de L1, L2 et classe préparatoire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va répartir les électrons autour d'un noyau, comment est-ce qu'on va caractériser l'état quantique de cet électron en utilisant les nombres quantiques. Voilà pour le programme du jour. Allez, c'est parti. Alors, si tu as pris la spécialité physique-chimie l'an dernier, tu as pu travailler sur la deuxième loi de Newton. Et donc, c'est le principe fondamental de dynamique. Et tu as montré que la somme des forces extérieures qui s'exerçaient sur la balle que tu jettes, ou le javelot que tu jettes, le ballon de basket que tu jettes, était égale à la masse multipliée par le vecteur accélération. Donc ça, c'est la version simplifiée de la deuxième loi de Newton. Et puis tu as montré qu'à partir de cette équation, tu étais capable de retrouver l'équation cartésienne de la trajectoire, c'est-à-dire que tu étais capable de déterminer la position verticale de ton objet par rapport à sa position horizontale. Tu as aussi montré que tu pouvais retrouver les équations horaires et donc retrouver la position de l'objet que tu venais de lancer en fonction du temps. Le problème, c'est que quand on travaille autour des électrons, ce sont des objets qu'on ne peut pas voir, et ce sont des objets qui ont un comportement à la fois corpusculaire et ondulatoire, comme tu l'as vu l'an dernier avec les fentes de Young pour la lumière. C'est-à-dire que tu ne peux plus utiliser les équations de Newton pour pouvoir décrire l'évolution de ce type de système. L'enjeu, au XXe siècle, ça a donc été de travailler autour de ces phénomènes quantiques, et c'est là que l'équation de Schrödinger a montré tout son intérêt. L'équation de Schrödinger, elle vise à décrire justement l'évolution de ces systèmes en prenant en compte toutes les interactions qui vont exister dans un atome ou dans une molécule. Dans un atome, on va considérer que le noyau est fixe par rapport à ce qu'est capable de faire un électron. Donc si on prend l'atome le plus petit possible, qu'on prend un atome d'hydrogène, tu vas avoir un noyau qui est chargé positivement, et puis c'est tout ce qu'il y a dedans, un proton, et puis un électron. Et l'enjeu de l'équation de Schrödinger, ça va être d'utiliser donc une fonction d'onde, ce qu'on appelle une fonction d'onde. Les fonctions d'onde, ça va être les solutions de cette équation de Schrödinger. Et cette fonction d'onde, elle va te donner finalement, quand tu la mets au carré, la probabilité de présence de l'électron dans un espace donné. Bon, pour dire les choses plus simplement ou autrement, l'enjeu pour toi, c'est de comprendre que l'électron, il est animé par un mouvement très rapide, donc il a une énergie cinétique, l'énergie cinétique de l'électron, et qu'il y a un potentiel d'interaction entre le proton et cet électron. Et donc c'est la prise en compte de ces deux interactions qui vont te permettre de caractériser l'état quantique de ton électron. Bon, tu ne vas pas être amené à résoudre ce genre d'équation. Tu peux ensuite imaginer des ions qu'on appelle hydrogénoïdes, c'est-à-dire des ions où tu vas avoir des protons, un nombre plus élevé de protons dans ton noyau, par exemple 3 protons. Et donc ce qui va changer dans ton équation de Schrödinger, c'est que tu auras toujours l'énergie cinétique de ton électron à décrire, et tu auras un potentiel d'interaction qui va être multiplié par 3 puisqu'on a 3 protons. Et si tu te souviens, la force d'interaction électrique entre un proton et un noyau, ou enfin deux charges, c'est égal à la constante de Coulomb fois les charges qui se multiplient entre elles divisé par la distance au carré. En tout cas, tout ça pour dire que quand tu veux travailler sur des systèmes plus compliqués, comme des molécules, eh bien il va en plus falloir prendre en compte le potentiel de répulsion des noyaux. Et puis aussi toutes les interactions qui vont exister entre les électrons avec tel ou tel noyau. Bref, ça devient un enfer. Donc on va rester sur des cas beaucoup plus simples. On va préciser ici que les solutions de l'équation de Schrödinger, ce sont les fameuses fonctions d'onde. Et on va montrer quels sont les espaces finalement dans lesquels on va pouvoir trouver un électron autour d'un noyau. Donc le gros problème, c'est que l'équation de Schrödinger, on est capable de la résoudre exactement que pour l'atome d'hydrogène à un proton et un électron. Et donc les solutions que l'on trouve, c'est comme si je te disais en fait, on jette une balle de tennis avec telle force depuis tel endroit.
Et imagine que ce soit la seule équation de Newton qu'on soit capable de résoudre exactement, la seule loi de Newton qu'on résout exactement. Et donc on serait obligé de décrire tout le reste des mouvements de la Terre en utilisant le fait que quand je jette une balle de tennis, elle a tel type de trajectoire. Alors c'est pas le cas pour l'équation de Newton, mais c'est le cas pour l'équation de Schrödinger. Donc ça veut dire que les solutions qu'on trouve par rapport aux endroits où peuvent se trouver un électron autour d'un noyau, eh bien on utilise les solutions spécifiques de l'équation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène, et puis on va du coup se servir de ça comme base pour pouvoir décrire des atomes plus gros ou des molécules plus grosses. Donc les solutions de l'équation de Schrödinger, ce sont ce qu'on appelle des orbitales atomiques, c'est-à-dire les zones où tu vas avoir la plus forte probabilité de trouver ton électron. Parce que comme il bouge tout le temps, et puis quand on en a plusieurs, en plus il bouge tout le temps et il s'évite, eh bien on essaye simplement d'anticiper où est-ce qu'ils vont être. Alors pourquoi c'est important? Eh bien c'est important parce que lorsqu'un atome crée une liaison chimique, ça veut dire qu'il y a deux électrons qui vont pouvoir se mouvoir autour de deux noyaux différents pour créer une liaison chimique. Et donc on a besoin de connaître déjà les orbitales atomiques, c'est-à-dire les manières dont se déplacent les électrons ou s'organisent les électrons autour d'un noyau, pour pouvoir décrire les orbitales moléculaires, c'est-à-dire la manière dont deux électrons vont pouvoir se trouver dans l'espace autour de deux noyaux pour créer une liaison chimique. Les orbitales atomiques, elles peuvent avoir différentes formes. Elles peuvent être sphériques, elles peuvent être à double lobe, à 4 lobes. Il en existe de toutes sortes et je vais te montrer leur allure tout de suite. Alors pour ceux qui ont vu LOL qui ressort, on pourrait refaire ici un peu le sketch à la Gérard Darmon en présentant donc toutes les orbitales atomiques successives. Tout d'abord ici on a une orbitale S, tout en rondeur et en arrondi. Ok, donc ça c'est une orbitale S, ce sont des orbitales sphériques, elles sont donc centrées autour du noyau et on peut avoir un électron qui est dans cette sphère, voilà. C'est une première orbitale atomique, c'est l'orbitale atomique S. Alors voilà un deuxième type d'orbitale atomique, cette fois-ci c'est la collection printemps-été, à double lobe. Donc non, là ce sont des électrons, des orbitales atomiques de type P, elles sont différentes que les S, elles ne sont pas sphériques. On a plutôt des orbitales donc à double lobe, comme vous les voyez ici, qui peuvent être orientées selon des axes qu'on aurait fixés X, Y et Z. Et ici, on est toujours donc dans cette idée qu'on veut organiser, enfin les électrons vont s'organiser autour du noyau et on est en train donc de regarder où est-ce qu'on va pouvoir les trouver. C'est un peu comme si la Terre avait plusieurs lunes et au lieu d'avoir des lunes qui seraient sur des orbites elliptiques comme tu l'as vu en terminale avec les lois de Kepler, on aurait des lunes qui... En fait, on ne saurait jamais exactement où est-ce qu'elles sont, on saurait juste qu'elles sont dans tel volume de l'espace autour de la Terre. Donc dans le cas des orbitales S, on aurait des lunes qui finalement pourraient être plus ou moins proches de la Terre dans une sphère autour de la Terre, un peu comme une atmosphère. Et dans le cas des orbitales P, on aurait plutôt des lunes qui pourraient se trouver dans des volumes à double lobe qui seraient orientés selon certains axes autour de la Terre. Voilà, donc rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de voir. Alors voici ici un autre type d'orbital atomique, ce sont les orbitales atomiques D. Donc tu as dû remarquer quelque chose quand même, c'est que depuis tout à l'heure on a commencé avec des orbitales S, il y en avait une, après on est passé aux orbitales P, il y en avait 3, là tu arrives aux orbitales D, il y en a 5, tu remarques aussi que les volumes ils deviennent de plus en plus compliqués, forcément puisqu'il y a des orbitales aussi autour, il ne faut pas que les électrons se gênent. Donc effectivement, tu as bien remarqué, on dirait une suite arithmétique de raison 2. Tu passes d'orbitales S à des orbitales P à des orbitales D. 1, 3, 5. Les orbitales suivantes, elles s'appellent F. Elles ont une tête encore plus compliquée, je ne te les ai pas dessinées. Eh bien, elles seront au nombre de 7. Et puis tu auras des orbitales G qui vont être au nombre de 9, etc. etc. Et donc, ça nous amène au nombre quantique. Donc si tu es en PASS par exemple, que tu fais médecine, ou si tu es en CPGE ou en L2, je crois qu'on fait ça maintenant, ou L1, ce qui va t'intéresser, c'est probablement plus ce qui se passe ici, c'est-à-dire les nombres quantiques. Il existe 4 nombres quantiques, et ces nombres quantiques vont te servir à caractériser chaque électron dans un atome. Si tu as déjà étudié le modèle de Bohr, tu as vu qu'il y avait des niveaux d'énergie, c'est-à-dire que lorsqu'on place les électrons du point de vue énergétique, il va y avoir des couches. Tu as peut-être fait les couches KLM ou des choses comme ça. En tout cas, le nombre quantique principal, c'est un nombre entier qui est toujours supérieur ou égal à 1. Et il indique le numéro de la couche électronique sur laquelle se trouve l'électron. Donc si tu avais une Terre avec plusieurs lunes,
eh bien la lune la plus proche serait sur le niveau n égale 1, ensuite l'autre n égale 2, la lune encore un peu plus loin serait sur le niveau n égale 3. Ce nombre quantique principal, tu peux aussi le retrouver quand tu regardes ta classification périodique des éléments. Pour n égale 1, tu vas avoir l'élément hydrogène et l'élément hélium. Pour le nombre quantique égale 2, tu vas avoir différents éléments, tu vas avoir le lithium, le beryllium, puis bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon. Le deuxième nombre quantique qui va t'intéresser, c'est le nombre quantique azimutal, qu'on note petit l. Celui-ci va te donner la forme de l'orbital. Ensuite, il y a le ML, qui est le nombre quantique magnétique. Je crois qu'on le nomme comme ça parce qu'il influence l'énergie uniquement s'il y a un champ magnétique. Et ce nombre quantique magnétique, il va te donner l'orientation de l'orbital. Donc ça a à voir avec tout à l'heure, tu avais une PX, PY, PZ. Et enfin, MS, c'est le nombre quantique de spin. Ce qu'on appelle le spin de l'électron, c'est le fait de tourner. Ce qu'on appelle le spin, si tu fais du tennis, c'est la rotation qu'il y a sur la balle. Donc on pourrait imaginer ça comme étant un petit peu la manière dont l'électron tournerait sur lui-même dans un sens ou dans un autre. Alors plus précisément, on décrit le spin de l'électron par une petite flèche. Spin up, on met une flèche vers le haut. Spin down, on met une flèche vers le bas. Alors tout ça c'est bien beau, mais nous ce qui va nous intéresser ici, c'est la pratique. Donc de manière un peu basique, on va déjà regarder les valeurs que peuvent prendre tous ces nombres quantiques. Si tu prends par exemple n égale 3, donc on va prendre n égale 3, eh bien le nombre quantique secondaire L, il va pouvoir prendre les valeurs qui vont de 0 jusqu'à 3-1, donc qui vont aller de 0 jusqu'à n-1, c'est ce que j'ai marqué ici. Donc par exemple, L il pourra prendre la valeur 0, puis 1 ou 2. Ça veut dire que si tu prends un atome qui est sur la troisième période de la classification périodique, les orbitales que tu vas être amené à remplir vont avoir le nombre quantique secondaire L égale 0, c'est-à-dire ça va être des orbitales S, vont avoir un L égale 1, c'est-à-dire ça va remplir des orbitales P, et un L égale 2, tu vas remplir des orbitales D. Donc le L finalement te donne le type d'orbital sur lequel tu vas te trouver. Et ensuite le ML, lui, le ML il peut prendre toutes les valeurs qui vont de moins L jusqu'à L. Donc si j'ai L égale 2 par exemple, eh bien je vais pouvoir avoir le ML qui va de moins 2, puis qui prend la valeur aussi moins 1, 0, 1 et 2. On a dit tout à l'heure que les orbitales D, on a dit qu'il y en avait 5. Eh bien, quand tu prends un L égale 2, tu es bien sur une orbitale de type D, et tu peux avoir 5 orbitales D différentes. Donc tout à l'heure, je ne sais pas si tu as vu, il y avait la DXY, DYZ, DXZ, DZ carré et DX carré moins Y carré. Alors tu n'es probablement pas censé les connaître par cœur. Par contre, tu dois être capable de trouver à partir de L égale 3 que ça ce sont des orbitales de type F et que le ML, puisqu'il peut prendre des valeurs qui vont de moins 3 jusqu'à 3, il peut prendre 7 valeurs différentes et que donc il y a 7 orbitales atomiques F. Et puis enfin le MS, donc le spin de l'électron qui peut prendre des valeurs plus 1,5 ou moins 1,5. Alors ça peut paraître compliqué comme ça, mais on va faire 2-3 exemples et tu vas voir, ça va se simplifier. Si on te demande de donner les 4 nombres quantiques d'un électron dans une orbitale 2p, donc une orbitale 2p, c'est une orbitale qui a déjà un n qui vaut 2, donc le nombre quantique principal vaut 2. Ça veut dire que c'est un atome qui va être au moins, enfin c'est un électron qui appartient à un atome qui est au moins sur la deuxième période, il peut être aussi sur la troisième période, quatrième période, mais ça ne peut pas être un électron qui appartient à la première période dans le cas d'un atome dans son état fondamental. Donc n égale 2. Et puisque n égale 2, je sais que le L peut être égal à 0 ou 1. Et si L égale 0, il n'y a qu'une valeur de ML, c'est 0. Il n'y a qu'un type d'orbital, ici c'est l'orbital S. Et si L égale 1, eh bien le ML peut être égal à moins 1, 0 ou 1. Donc un électron qui est dans une orbitale 2p, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a un nombre quantique principal n égale 2, un nombre quantique secondaire L égale 1. Ensuite, il peut avoir un ML qui vaut moins 1, 0 ou 1, parce que là, je ne sais pas s'il est dans une orbitale 2px, 2py ou 2pz. Et puis, il va avoir un spin, un S ou un MS, qui va être égal à plus 1,5 ou moins 1,5. Donc là, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Si on fait pareil pour un électron qui serait
dans une orbitale 3D? Eh bien, tu as n égale 3. Puisqu'on a une orbitale d, ça veut dire que le petit l vaut 2. Et le ml, dans ce cas, il peut être égal à moins 2, moins 1, 0, 1 ou 2. Et le spin peut être égal à plus 1,5 ou moins 1,5. Donc si tu as un électron dans une orbitale 3D d'un atome, son nombre quantique principal n égale 3, puisque c'est une orbitale d, eh bien le L vaut 2, le ML peut prendre toutes les valeurs de moins 2 jusqu'à 2, et le spin de l'électron peut être 1,5 ou moins 1,5. Donc si tu n'as pas plus de précision ici, eh ben, tu ne peux pas en dire plus que ça, il y a pas mal de possibilités. Alors avant d'aller plus loin, peut-être que ça peut être intéressant que je te rappelle la manière dont est construite la classification périodique des éléments. En fait, on donne ici en haut à gauche le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons que contient le noyau. Donc pour l'atome d'hydrogène, eh bien tu as 1 proton. Pour le noyau d'hélium, 2 protons. Lithium, 3 protons, 4 protons, 5 protons, 6 protons, 7 protons, 8 protons, 9 protons, 10 protons, et ainsi de suite. Donc c'est comme une grosse boîte de Lego, avec des Lego de taille, on va dire, c'est vraiment une vision d'artiste, hein, une taille de plus en plus grande. Donc le Lego de 1, le Lego de 2, le Lego de 3, le Lego de 4, etc. Sauf que ici, un Lego de 4, ça va pas forcément s'assembler 4 sur 4. C'est ce qu'on va voir ici. Puisque les atomes sont neutres, tu as toujours autant d'électrons que de protons. C'est-à-dire que pour l'atome d'hydrogène, il y a 1 électron. Pour l'atome d'hélium, il y a 2 électrons. Pour l'atome d'oxygène, tu as 8 électrons. Et donc l'enjeu, c'est toujours le même, on a dit, c'est d'essayer d'organiser les électrons autour de nos noyaux. Et comme nous, on ne sait résoudre que l'équation de Schrödinger pour un atome d'hydrogène et qu'on a utilisé les orbitales s, p, d pour essayer de décrire la manière dont vont s'organiser les électrons, eh bien nous, on va donner la configuration électronique des éléments en faisant comme si les orbitales atomiques de tous ces atomes, c'était les mêmes que l'atome d'hydrogène. Donc on va garder les orbitales s, les orbitales p, les orbitales d, et on va montrer comment les électrons vont s'organiser autour de chacun des atomes, petit à petit. Et donc par rapport à ça, il y a des règles à respecter, il y a des règles de remplissage. Donc tu as déjà peut-être vu la vidéo que j'ai faite sur la règle de Kleshkovsky. La règle de Kleshkovsky, elle te donne l'ordre de remplissage des orbitales. Donc pour la retrouver, cette règle, tu vas prendre l'habitude de dessiner les orbitales, donc un S, ça c'est l'orbital S de la couche principale 1, pour le nombre quantique principal 1, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, etc. etc. Et donc ça c'est la règle de Kleshkovsky, et quand tu vas remplir tes orbitales, c'est-à-dire tu vas dire autour de l'atome d'hydrogène il y a un électron, il va être dans l'orbital 1S autour du noyau, eh bien tu vas faire tes flèches de la manière suivante. Voilà. Donc ça te donne l'ordre de remplissage. Tu vas d'abord remplir l'orbital S qui peut contenir 2 électrons, puisque son ML vaut 0, il n'y a qu'une orbitale S. Puis tu vas remplir ensuite 2 électrons dans l'orbital 2S. Les orbitales P, on a dit que leur nombre quantique principal, secondaire, c'était le L égale 1, et que donc le ML pouvait prendre 3 valeurs. Ça veut dire que tu peux mettre jusqu'à 6 électrons par couche P, puisque par orbitale atomique, on peut mettre 2 électrons. Donc dans les orbitales D, pour lesquelles le L vaut 2 et pour lesquelles tu as 5 ml possibles, eh bien tu vas pouvoir mettre jusqu'à 10 électrons. Et puis dans les orbitales F, tu vas pouvoir mettre jusqu'à 14 électrons, puisque L égale 3, que le ml va de moins 3 jusqu'à 3, et que par orbitale, tu peux mettre 2 électrons. Donc il y a 7 orbitales F dans lesquelles tu peux mettre 2 électrons. Et donc on va remplir en utilisant la règle de Kleshkovsky. Donc on sait déjà dans quel ordre on va mettre les électrons. Donc 1s1, 1s2, puis 2s1, 2s2, puis 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, puis 3s1, 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6, 4s1, 4s2. Donc par exemple, si je prends le magnésium qui est ici, numéro 12,
je vais mettre, il y a 12 protons, je dois mettre 12 électrons. Ces 12 électrons vont s'organiser de la manière suivante. D'abord 1s1, 1s2, puis 2s1, 2s2, puis 3s1, 3s2, puis 2, j'ai oublié une couche, pardon, hop. Donc 1s1, 1s2, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, et puis 3s1. Donc j'ai bien mis 11 électrons, 2, 4, 10, 11. Donc j'ai mis 11 électrons, c'est bien l'atome de sodium que je viens de faire. Donc si je veux faire l'atome de magnésium, je vais rajouter encore un électron ici. Donc tu le vois ici, ça c'est 1s1, 1s2, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6. Puis j'arrive sur la nouvelle couche, 3s1, 3s2. 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6. 4s1, 4s2. Ah bah tiens, on voit bien ici l'orbital, les orbitales S. On voit bien ici, on remplit des orbitales P. Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, il y a 2 orbitales S. Et là, qu'est-ce qui arrive tout d'un coup? Bouf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orbitales, enfin 10 électrons qui vont aller dans des orbitales D. Alors j'ai dit 6p, je crois, enfin 1s1, 1s2. Il y a 3 orbitales P avec 2 électrons chacune. Donc là, on est bien dans le bloc des orbitales P. Et là, on est dans le bloc des orbitales D. Bon, si on veut donner la configuration électronique du cobalt maintenant, donc le cobalt il est là, le cobalt, eh bien il va être 1s1, 1s2, 1s1, 1s2, hop, orbital 2s, 2s1, 2s2, puis 2p6, 3s2, 2p6, 3s2, puis 3p6, 4s2, 3p6, 4s2, puis on arrive sur la couche 3D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3D7. Donc si je recompte 2 plus 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 27. Ah oui, cobalt 27. Donc tu vois, c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir donner les configurations électroniques de tous les atomes. Alors si tu veux rentrer dans le détail, tu vas devoir respecter 2 autres règles. Le principe de Pauli d'abord. 2 électrons ne peuvent pas avoir les 4 mêmes nombres quantiques. Ça veut dire que si tu es dans une orbitale donnée, par exemple, pour la couche principale 2, pour un L égale 0, c'est-à-dire que tu es dans une orbitale 2s. Dans cette orbitale 2s, tu peux dessiner ce qu'on appelle une case quantique dans laquelle tu vas mettre les 2 électrons. Eh bien, ces 2 électrons, ils sont forcément de spin opposés, parce que là, ils ont déjà le n égale 2, ils ont le L égale 0, le L égale 1, je voulais dire, poulala, le L égale 1, puisque L égale 0, ça n'existe pas, et puis ils ont le ML qui vaut 0, donc un électron dans une orbitale S, l'orbitale S, elle a un ML qui vaut 0, et donc quand tu mets tes 2 électrons dans cette orbitale S, ils ont forcément au moins, ils ont un spin qui est différent. Si tu mets des électrons dans des orbitales P, eh bien, chacun des électrons dans une des orbitales P, donc là je vais faire 3 cases quantiques pour les orbitales P, eh bien 2 électrons dans une même case quantique ne pourront pas avoir le même spin. Donc tu ne peux pas avoir un électron qui a n égale 2, L égale 1, ML égale 0 et spin égale 1,5 et un autre qui a exactement les mêmes nombres quantiques. Il faut toujours qu'il y ait au moins un nombre quantique qui soit différent. Et il y a une autre règle qui est la règle de Hund qui dit que les électrons occupent un maximum d'orbitales de même énergie avant de se coupler. Donc on va regarder en pratique ce que ça veut dire. On va combiner la règle de Kleshkovsky avec le principe de Pauli avec la règle de Hund. Donc, si je prends un atome de carbone, donc l'atome de carbone, son numéro atomique c'est 6. Je vais dessiner ses orbitales atomiques. Donc, ici j'ai l'orbital 1s, ici j'ai l'orbital 2s, et ici j'ai les 3 orbitales 2p. Eh bien, les 6 électrons, je vais d'abord mettre un électron ici, un autre électron ici, un électron ici, un autre électron ici. Et ensuite ici, je ne vais pas mettre 2 électrons directement dans une orbitale Px ou Py ou Pz, je vais d'abord en mettre un comme ça, et puis je vais remplir les électrons
avec des spins parallèles, donc il faut absolument que quand tu remplisses, ça soit de manière progressive dans des orbitales séparées de même couche, avec des spins parallèles. Si je prends l'oxygène de numéro atomique 8, je fais le même ordre de remplissage que pour le carbone, sauf que quand j'arrive dans la 2p, je fais un électron ici, un électron là, puis un électron là, avant de venir ici, mettre un électron en spin down. Si je continue avec le fluor de numéro atomique 9, je vais faire 1s1, 1s2, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5. Et si tu prends enfin le néon de numéro atomique 10, eh bien, tu vas faire la même chose dans l'ordre de remplissage et tu vas finir par cet électron. On peut faire la même chose sur, par exemple, l'aluminium. Donc, l'aluminium numéro atomique 13. Tu prends ton orbital 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, et puis on remplit. Donc, ça te fait 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. Donc, ça va me donner 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Si tu veux regarder l'ordre de remplissage avec les niveaux énergétiques, orbital 1s1, orbital 1s2. Ensuite, 2p, 3s, 3p. Alors tu remarques que je ne fais pas bien mes cases quantiques. Normalement, tu peux faire des cases comme ça. Moi, je fais les traits. Donc 1s1, 1s2, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, 3s1, 3s2, puis 3p1. Voilà pour le remplissage, la configuration électronique de l'atome d'aluminium. Alors j'insiste un peu sur ça parce que je trouve que visuellement c'est beaucoup plus simple à comprendre en termes de remplissage. C'est plus simple de comprendre avec des dessins qu'avec les fondamentaux théoriques. Alors, si tu es particulièrement attentif, tu as dû remarquer qu'il manquait quelque chose dans ma définition de Hund, quand je le fais, c'est que les électrons appariés sont forcément de même spin. Donc quand j'ai rempli par exemple pour l'atome de carbone tout à l'heure, j'ai fait 1s1, 1s2, 2s1, 2s2, et tu as remarqué qu'à chaque fois, je remplissais des orbitales atomiques ici différentes, et que surtout je gardais les spins parallèles. Tchouk, tchouk, puis tchouk, tchouk, tchouk. Voilà. Donc là, tu as bien respecté à la fois le principe de Pauli, la règle de Hund et la règle de Kleczkowski, et tu es prêt à donner les configurations électroniques de tous les atomes. Donc dans un prochain chapitre, on parlera d'électrons de Kerr, d'électrons de valence, et puis on s'intéressera de plus près à cette classification périodique. On regardera comment on peut l'analyser pour prévoir la manière dont vont se lier les différents atomes. Je ferai aussi une vidéo sur la VSEPR, donc qui permet de prévoir la géométrie de molécules simples. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, tu peux aussi commenter si tu as des conseils à me donner ou si tu as remarqué une coquille ou une erreur. Voilà, je te remercie et à bientôt sur Alors en Sciences.